Dans le séminaire 16, dans le séminaire 18, et tel qu'elle culmine dans le séminaire 20. Et puis nous aborderons le rapport du sexe et de la jouissance de l'organe, tel que le déploie l'approche expérimentale de Paul Preciado dans certains de ses textes. Alors d'abord, 3 séminaires et leur rupture. Jacques-Alain Miller a très bien posé la question de la rupture lacanienne avec le binarisme dans son dernier cours, L'un tout seul, dont on espère bientôt la publication. Alors, on peut lire dans un extrait de ce cours qui a été publié dans Quarto numéro 122, sous le titre « La jouissance féminine n'est-elle pas la jouissance comme telle ?» Comme titre général de l'article, on peut lire des déclarations absolument centrales pour notre propos. Je le cite. « Qu'entend-on en reprenant ces termes de jouissance féminine, sinon que son régime est foncièrement distinct de la jouissance chez le mâle? Serait-ce un binarisme? La femme aura la jouissance féminine, l'homme la jouissance masculine? Eh bien non. Si Lacan a d'abord cerné le propre de la jouissance féminine par rapport à celle de l'homme, dans la suite des séminaires 18, 19, 20 et dans son écrit L'étourdi, il n'en est pas resté là. Ce qu'il a entrevu par le biais de la jouissance féminine, il l'a généralisé jusqu'à en faire le régime de la jouissance même. La jouissance réduite à l'événement de corps. Fin de citation. Donc, la rupture avec le binarisme, c'est une rupture avec l'abord freudien de la jouissance par l'interdit de l'inceste et la castration, distribuant ensuite une dissymétrie des deux sexes par rapport à cette castration même, le rapport étant différent pour le garçon, pour la fille. Je continue à citer Jacques-Alain. La jouissance qui répond au nom du Père, elle est permise, dans la mesure où elle passe d'abord par le nom, N-O-N, de l'interdit. Or, en scrutant plus avant la jouissance propre à la femme, Lacan n'a pas démenti l'incidence de l'interdit, mais il a isolé une part de jouissance ne répondant pas à ce schéma, qui se résume à refuser d'abord pour atteindre ensuite une jouissance possible. Pour en arriver là, où en même temps que Lacan déployait sa refonte complète de l'appareil freudien, il lui a fallu se relire lui-même, relire la première mise en forme qu'il avait opérée sur Freud. Et en particulier, Lacan a relu ce texte, la Bedeutung du Phallus, die Bedeutung des Phallus, puisqu'il l'avait nommé en allemand. Il avait choisi d'aller faire le texte à Vienne, et ainsi le nommer. Nous allons donc d'abord passer par là, cette relecture. Poser une jouissance qui échappe à la castration, au phallus comme interdit, c'est dire aussi que cette jouissance dite féminine n'a pas de représentation possible par la parole. Elle échappe au signifiant et à la nomination. Je cite Jacques-Alain dans le même article. Si cette jouissance n'est pas dissible et désignable autrement qu'en ajoutant que les mots y manquent, ça n'est pas par accident ou impuissance, mais par un impossible de structure.
pour approcher cette jouissance, il faut distinguer la castration en tant que barre de la négation et la castration ramenée à la limite qu'impose le principe de plaisir à la jouissance. Ce sont deux conceptions antagonistes qu'il faut distinguer d'emblée. La première implique la perspective hegelienne du travail du négatif, de la positivité produite par l'interdiction, tandis que l'autre n'implique qu'une topologie du voisinage et de la limite. Je cite Jacques Alain, reprenant les élaborations de Freud sur le principe de plaisir, Lacan désigne une limite presque naturelle que le plaisir impose à la jouissance et que le signifiant transforme en une loi qui s'inscrit dans le registre de la culture. La transformation de la limite presque naturelle en loi est une opération qui relève du versant hegelien de la lecture lacanienne du désir freudien. Cette influence hegelienne s'étant exercée via Kojève et sa théorie du désir. Donc, Jacques Alain souligne ça fortement, je cite, « Il y a tout un pan de l'enseignement de Lacan qui est de l'ordre de Freud avec Hegel. Hegel, pour faire comprendre Freud, et faire comprendre qu'avec Freud, le signifiant linguistique apporte la négation de la jouissance, qu'il est puissance de négation, et que ce faisant, il exauce, il élève, il sublime. C'est ce que Lacan disait en clair dans La signification du phallus, page 692 des écrits, où le terme hegelien de Aufhebung figure. Donc, tout ce qui est signifié est frappé de latence dès lors qu'il est élevé à la fonction de signifiant. Le phallus lui-même devient le signifiant de cette Aufhebung sémantique. Il est le signifiant du pouvoir de signifiance. Fin de citation. Donc, en ce sens, la frappe du signifiant, c'est aussi bien la frappe du fouet dans le fantasme de fustigation d'un enfant ébattu que la frappe de la canne de l'initié dans la fresque de la des mystères de Pompéi, qui vient frapper le simulacre phallique au moment où il est montré. Du côté homme, la libido mâle fonctionne sur le registre d'abord de la castration, de l'interdit maternel, puis de la promesse d'accès pour le petit garçon aux femmes. Tu en auras l'usage plus tard. C'est ce que Freud a montré, interdiction d'abord et permission différée. Mais en même temps, pour faire l'accès au tout des femmes, la totalité était relative à l'horizon d'un O-1 qui ne subirait pas la castration. Donc Lacan a expliqué que Freud s'en était tenu là. L'Oedipe est un mythe, mais comme Totem et Tabou, qui en donne la vérité en rajoutant le personnage, qui n'est pas du tout dans le mythe oedipien. Le brave père de famille, il n'a pas accès à toutes les femmes, etc. Donc, par contre, il faut le père de la horde, ça, et qui donne la vérité, qui va constituer le tout des femmes auxquelles le sujet pourrait avoir accès. Côté femme, il ne s'agit plus de mythe. Il y a quelque chose qui se refuse au tout signifiant, que Lacan a lu pas tout, ce qui échappe à la castration.
Et en n'écrivant pas tout, Lacan dissymétrise radicalement le côté homme et le côté femme de la sexuation tel qu'il est écrit dans le séminaire encore. Si la femme était simplement l'inverse, ça resterait complémentaire, on serait dans une logique binaire, complémentaire de l'homme en étant son image inversée. Ça n'est pas le cas. Il y a différentes façons de dater le dernier enseignement de Lacan. Chacun l'a fait de plusieurs façons dans ses cours. Mais disons qu'il commence, l'essentiel, c'est de dire qu'il commence après le séminaire encore, où est déployée la logique de la sexuation. Alors, ce que Lacan développe après, c'est la généralisation de cette jouissance qui échappe au signifiant. Une fois qu'il a établi la castration sur une base strictement logique. S'étant délivré de la perspective de l'interdit. On va te la couper. La castration logique, là qu'on la ramène finalement en dernière instance à l'inconsistance de l'autre. On ne peut pas tout dire, on ne peut pas avoir tous les signifiants en même temps. Il y a une inconsistance fondamentale. Je vous renvoie au développement de Lacan qui montre que le cercle qui permet de cerner le tout échappe toujours au tout lui-même. Logique à la Russell, appliquée sur l'ensemble des signifiants. Moyennant quoi, Lacan, après le séminaire encore, fait de l'hypothèse de la castration, cette castration logique, il la relie à l'hypothèse du nom du père comme liée à l'opération psychanalytique elle-même. C'est le discours psychanalytique qui a mis au point la fiction du nom du père. C'est ce que Freud a opéré. Cette fiction servant à attraper la jouissance qui échappe. Et à la fin de l'opération psychanalytique, il reste effectivement les restes de tout ce qui a essayé d'être pris dans l'hypothèse nom du père, castration, mais ce qui reste, ce qui se dépose, le symptôme, qui est à la fois un mix de fantasmes et de symptômes, ce qui reste, proprement dit, fait voir que l'opération elle-même a tourné autour de la fiction régulatrice nom du père, phallus. Dont Lacan dit, à ce moment-là, il faut s'en servir pour s'en passer à la fin. Comment s'articule la jouissance symptomatique avec la question de la jouissance pulsionnelle, distincte de la jouissance phallique. La jouissance des différents objets pulsionnels, d'abord les deux repérés par Freud, l'anal et l'oral, les deux autres que rajoute Lacan, le scopique et la voix, qui, par rétroaction, ont déjà bougé, disons, l'équilibre
freudien, mais il y a un pas franchi par rapport à l'opposition jouissance pulsionnelle, jouissance phallique, dans l'isolement ou dans la généralisation de la jouissance symptomatique. Avant de franchir, disons, le pas après encore, Lacan, jusque-là, avait montré, je vous renvoie au développement fait là-dessus, justement, Jacques Alain, dans cet article toujours que je cite. Lacan avait montré que la jouissance pulsionnelle pouvait être présentée comme articulée à la castration par cette écriture, ou bien petit a sur moins phi, ou bien à l'inverse, moins phi sur petit a, selon la perspective qu'il voulait situer. Mais dans le séminaire 20, et Jacques Alain de la date le début du dernier enseignement dans le séminaire 20, page 87, il dit l'objet petit a n'est qu'un semblant d'être qui paraît donner le support de l'être, mais qui ne peut pas se soutenir dans l'abord au réel. Et pour dire ça, il faut effectivement rompre entre ce qui jusque-là fonctionnait, de l'écriture de la jouissance pulsionnelle comme l'être, comme petit a, comme une lettre, c'est-à-dire fonctionnant au lieu de l'autre. Pour rompre avec l'usage que la lettre avait permis d'assurer jusque-là de l'inscription du réel de la jouissance, il faut à ce moment-là, pour Lacan, relire non plus seulement la signification du phallus, mais relire la lettre volée. Je cite Lacan dans le séminaire 18, dans lequel il se lance, dans une série de chapitres, il se lance dans la relecture très précise de l'aide volée, en opérant une torsion qui mérite d'être saisie. Je le cite. Il s'agit donc de rendre sensible comme la transmission d'une lettre a un rapport avec quelque chose qui est essentiel, fondamental dans l'organisation du discours, quel qu'il soit, à savoir la jouissance. Pour cela, il faut qu'à chaque fois je vous mette au ton de la chose. À chaque fois, je vous mette au ton de la chose. Il faut qu'à chaque fois, je vous fasse une petite relecture dans laquelle il explique qu'il a toujours dit ça à Lacan, mais pas du tout. Il redit, et lui-même opère les torsions suffisantes pour qu'il nous mette au ton de la chose. Comment le faire, si ce n'est à rappeler l'exemple de base dont je suis parti? Il s'agit expressément d'étudier la lettre comme telle, en tant que, je l'ai dit, elle a un effet féminisant. C'est par cela que j'ouvre mes écrits. Ça, c'est page 130 du séminaire 18. Donc, l'effet féminisant que Lacan avait mis en réserve dans son texte, il va maintenant en faire une lecture nouvelle. Il va nous expliquer que c'est l'inscription d'une jouissance hors signifiant. Que ce que vient montrer la lettre adressée à la reine au milieu de la cour, au milieu de cet ordre étatique, un ordre de distribution de jouissance que suppose une cour, avec un roi, une reine, et donc un rapport sexuel, apparemment hiérogamique à l'occasion.
Eh bien, justement, au rebours de la horde de totems et tabous, ordre non étatique, il y aurait le père qui jouit de toutes. Là, dans l'ordre de la cour, il y a le roi. Le roi, dans toutes les cours qui ont existé, le roi avait accès, non pas à toutes, mais à certaines. Toutes les cours n'ont pas fait comme la cour de France, c'est-à-dire n'ont pas, dès le XVe siècle, installé le poste de favorite du roi en titre. Toutes ne l'ont pas fait. Par exemple, la cour d'Angleterre n'avait pas le titre officiel. Mais il y a toujours eu la favorite du roi qui civilisait la cour d'Angleterre. Donc, cet ordre-là, parfaitement distribué, et en effet, il est admis que le roi a accès. Mais dans le mythe et dans la fiction de la lettre volée, qui n'est pas un mythe, mais une fiction très importante, ce qui vient s'ajouter, la jouissance supplémentaire, c'est celle qui est détenue par la reine. C'est celle justement qui ne rentre pas dans l'ordre de la cour. L'irruption de la lettre, ce qu'elle vient noter, c'est un supplément de jouissance dissymétrique par rapport à ce qui est distribution ordonnée de la jouissance dans la cour, et qui est autre chose que ce que Lacan dit, je cite, il y a un ordre dans lequel il est tout à fait mis à sa place qu'un sujet, si haut placé qu'il soit, le roi, se réserve cette part de jouissance irréductible, la part minimale à ne pas pouvoir être sublimée. Seul un ordre fondé sur l'artefact, la cour, pour autant qu'elle redouble l'artefact de la noblesse de ce second artefact d'une distribution ordonnée de la jouissance, peut décemment donner sa place au besoin. Le besoin expressément spécifié comme tel, comme besoin sexuel. La réduction du besoin face par rapport à la frénésie de désir, de totem et tabou, de la horde, etc. Non. Le roi peut s'attribuer ce qui n'est pas sublimable. Le besoin, c'est reconnu, ça a sa place. Mais ce n'est pas ça qui vient marquer le surgissement dans cet ordre du scandale de la lettre. La lettre volée, c'est ce qui vient inscrire dans tout ce qui se distribue des signifiants, ce qui ne peut pas trouver sa place dans le signifiant. Tel que Lacan le relit, bien sûr, dans ce séminaire 18. La lettre devient la trace de ce qui ne peut s'inscrire. Le rapport en chicane du sexe et du langage dégage la place de la lettre. Je cite Lacan, page 131, 18. Ce que Freud démontre, ce qu'il a apporté de décisif, c'est que, par l'intermédiaire de l'inconscient, nous entrevoyons que tout ce qui est du langage a affaire avec le sexe. D'accord ? Par l'intermédiaire de l'inconscient, nous entrevoyons que tout ce qui est du langage a affaire avec le sexe.
est dans un certain rapport avec le sexe, mais très précisément en ceci que le rapport sexuel ne peut d'aucune façon s'y inscrire. Voilà la chicane du sexe et du langage. Tout ce qu'on dit en rapport avec le sexe a une signification sexuelle, à condition que dans le langage, ça ne puisse pas s'écrire. Et la lettre volée devient cette lettre même qui n'est que la trace de ce qui ne peut pas s'écrire. Donc, la place de la lettre, marquant un impossible à écrire. C'est pour ça que Lacan insiste sur le fait que la lettre, on n'en connaîtra pas le contenu. Ça n'a aucune importance. Elle vient écrire ce qui ne peut pas s'écrire. La place de la lettre marquant un impossible à s'écrire permet à Lacan de reprendre ce qu'il avait dans son texte des années 50, ce qu'il avait appelé le signe de la femme comme position d'exclusion interne, d'extimité par rapport à la loi. Dans la lettre volée, Lacan opposait le signifiant et le fétiche. Dans la relecture du séminaire 18, il oppose ce qui peut être disciple du sexuel dans l'inconscient et ce qui ne peut qu'être écrit comme impossible grâce à la lettre. Je le cite, « Ce n'est pas rien que de mettre en avant la lettre dans un certain rapport de la femme avec ce qui, de loi écrite, s'inscrit dans le contexte où la chose se place, du fait qu'elle est au titre de reine l'image de la femme conjointe au roi. » C'est dans ce contexte que le fait qu'une lettre lui soit adressée prend la valeur de signe. Et Lacan se cite lui-même, c'est-à-dire que c'est là où, en se citant lui-même, il fait changer de sens le paragraphe qu'il avait écrit dans les années 50. Il lui fait subir la torsion de reprendre, lui faire signifier que c'est la jouissance hors signifiant de la femme que vient écrire cette lettre. Donc, pour m'énoncer dans mes propres propos, dit Lacan, car ce signe est bien celui de la femme pour ce qu'elle y fait valoir son être en le fondant hors de la loi qui la contient toujours, de par les faits de ses origines, en position de signifiant, voire de fétiche. Alors, maintenant, nous pouvons prendre ensemble la relecture que Lacan avait faite de la Bedeutung du phallus et de la lettre volée pour saisir comment se décentre la perspective centrée sur la jouissance interdite vers la jouissance impossible. Dans le séminaire 18, après avoir relu la lettre volée, il conclut, en repassant là aussi sur la Bedeutung du phallus, il dit ceci, « Plutôt insisterai-je sur ce que dit Bedeutung des phallus est en réalité un pléonasme. Il n'y a pas dans le langage d'autre Bedeutung que le phallus. Le langage, dans sa fonction d'existant, ne connote en dernière analyse que l'impossibilité de symboliser le rapport sexuel chez les êtres qu'il aime. » Donc, ce qui était, dans le texte des années 50, Bedeutung des phallus, comme le principe même de la signifiance du sexuel, la signification sexuelle,
devient dans cette perspective d'abord la trace de ce qui ne peut pas s'écrire et qui par là échappe au signifiant. Donc, foncièrement, la Bedeutung est une métaphore fondamentale, c'est-à-dire qu'il y a toujours un impossible à désigner, à écrire, le rapport sexuel, donc qui vient comme un trou, et à partir de ce trou est jeté des signifiants mères. Mais d'abord, il y a toujours et en dernière instance un trou, un rien, qui vient marquer un point d'impossible. C'est ce qui fait que Lacan dira, chaque mot est une métaphore. Il est impossible de désigner. Et là, pour le coup, de façon anti-hégélienne, il dit, y compris lorsque je dis ceci, dont Hegel fait beaucoup, etc., si je veux désigner un mot en disant ceci, par exemple, ceci est mon cigare, comme il le dit dans notre texte, ça n'est pas mon cigare l'est quand je le fume. Et quand je le fume, c'est-à-dire quand j'en ai un usage de jouissance, alors je ne le nomme pas. On pourrait là-dessus, bien sûr, sur cette question de la métaphore fondamentale conçue tout autrement que l'architrace de Derrida, on pourrait là-dessus faire quelques développements. Des développements, disons, qui sont compris dans l'Itturateur. Mais ce n'est pas le cas de le faire aujourd'hui. Simplement, notons bien cette réécriture de la Bedeutung autour de un trou central qui vient s'installer. Et, je cite Lacan, séminaire 18, page 149, c'est de ce que le langage n'est constitué que d'une seule Bedeutung, unarisme, qu'il tire sa structure, laquelle consiste en ce qu'on puisse, dès ce qu'on habite, en user que pour la métaphore, d'où résultent toutes les insanités mythiques dont vivent ses habitants, et pour la métonymie dont ils prennent le peu de réalité qui leur reste sous la forme de plus de joutes. Or, ce que je viens de dire ne se signe que dans l'histoire, donc, c'est la formulation ne se signe, qui reprend le signe de la femme dont il parlait, ne se signe dans l'histoire que dans l'histoire et à partir de l'apparition de l'écriture, laquelle n'est jamais simple inscription, fût-ce dans les apparences, dans ce qui se promeut de l'audiovisuel. L'écriture n'est jamais, depuis ses origines jusqu'à ses derniers protéismes techniques, que quelque chose qui s'articule comme os, dont le langage serait la chair. Fin de citation. Donc l'os, c'est-à-dire un impossible, un bout de réel, autour duquel le symbolique va se déployer comme chair, autorisée par l'instance de la lettre, métaphore et métonymie, qui vont se déployer autour de ce point. Ce que, dans le séminaire 23, Lacan dira, le signifiant s'accroche sur l'écriture. Mais ça suppose de ne pas concevoir comme dernier mot de la jouissance le primat du semblant phallique. Ce que Freud, avec la perspective de la fin d'analyse comme rencontre avec le roc de la castration, avait posé. Et Lacan a cette
formulation, page 153 du séminaire 18. Une formulation dans laquelle il s'élève contre la réduction de l'impossible au semblant phallique. Vous vous souvenez que Freud parlait de la déception féminine à l'issue de la rencontre avec la castration. Lacan va lui renverser ça. Il dit, je le cite, « Qui ne comprendrait la déception de Freud à saisir que le pas de guérison, avec les deux acceptions du pas en français, un pas en avant et pas de guérison. Donc, à saisir que le pas de guérison à quoi il parvenait avec l'hystérique n'allait à rien de plus qu'à lui faire réclamer ce dissemblant pourvu de vertu réelle. Donc, la revendication phallique de la guérison hystérique qui serait l'accès à la jouissance phallique. Donc, à lui faire réclamer ce semblant soudain pourvu de vertu réelle, de l'avoir accroché à ce point de rebroussement qui, pour n'être pas introuvable sur le corps, c'est évident, est une figuration topologiquement tout à fait incorrecte de la jouissance chez une femme. C'est la jouissance topologiquement incorrecte, c'est la proposition de Freud de faire de la jouissance féminine une jouissance de gaine. Le fourreau accueillant le phallus et accès à la dite libido. Et Lacan dit figuration topologiquement incorrecte. Et il a bien sûr cette formulation plaisante, mais Freud le savait-il? On peut se le demander. Dans la solution impossible de son problème, c'est à en mesurer la cause au plus juste, soit à en faire une juste cause, que l'hystérique s'accorde de ce qu'elle feint d'être détenteur de ce semblant, donc au moins un que j'écris, donc il dit l'au moins un, il propose une réécriture HOM, H2O2M-1, avec un zin comme zinzin. Donc l'au moins un conforme à l'os qu'il faut à sa jouissance pour qu'elle puisse le ronger. C'est une réécriture, n'est-ce pas, de au moins un ramené pour l'hystérique qu'elle est un os à ronger. Grande réécriture de l'homme, du père original de Totem et Tabou, le au moins un qui échappait à la castration. Pas du tout. Et en plus, il en faut au moins un à qui le sujet hystérique va attribuer une jouissance fort injuste, qu'elle va transformer en juste cause de revendiquer. Au fond, cette réduction ironique, cette givaroisation à l'O-1, on peut voir des accès et des phénomènes paradoxaux. Dans ce qui est le féminisme contemporain commune, si vous me le permettez, le féminisme contemporain est ce que Lacan appelait le discours de l'hystérique. Ce discours peut fabriquer des au moins un qui, à l'occasion, se retrouvent hissés au rang de celui qui peut jouir de toutes les femmes. Et si vous combinez juste cause et au moins un, on peut voir comment un Polanski
peut se trouver hissé au niveau du violeur universel, de celui dont il va falloir adorer la bite, comme dit Virginie Despentes. Et c'est un mythe qui surgit, car tout de même, quels que soient les ennuis de Roman Polanski avec la justice, ce sont des listes limitées. Tandis que là, le discours l'élève à une place qui effectivement permet de situer cette fonction que retrouve en effet le discours contemporain, cette fonction du au moins un dans ses complexités. Lacan, ce au moins un, non seulement il le maintient dans une place ironiquement limitée, mais surtout, il va montrer que la topologie de la jouissance féminine est autre. Dans le séminaire 18, il va proposer, par rapport à la jouissance de gaine que notait Freud, il propose, je le cite, « J'ai dessiné la structure de l'image grossière que l'on trouve dans la topologie à l'usage des familles de la bouteille de Klein. Il n'y a pas, j'y reviens, un point de sa surface qui ne soit partie topologique du rebroussement, qui se figure ici du cercle, seul propre à donner à cette bouteille le cul dont les autres bouteilles s'enorgueillissent indûment. » Il n'y a pas que Virginie Despentes qui peut utiliser le cul, la bite, etc. Alors, ça c'est page 152-153. Cette topologie de la bouteille de Klein est une façon notoire d'inscrire à la fois la topologie de bord de la jouissance et la caractéristique centrale de la jouissance féminine, si différente de la localisation masculine sur l'organe phallique et son fonctionnement, d'érection et de détumescence. Cette topologie foncière de la jouissance féminine, Lacan, dès les années 50, dès son texte sur propos décisifs pour un congrès sur la sexualité féminine de 1958, l'avait appelé l'effort d'une jouissance enveloppée dans sa propre contiguïté. Non pas la contiguïté de type gaine et fourreau ajustée au semblant phallique, mais sa propre continuité. C'est pour ça que la bouteille de Klein l'intéresse, pas un point de la surface qui ne soit partie topologique du rebroussement. Ça s'enveloppe soi-même, la bouteille de Klein. Et en même temps, cette bouteille de Klein est centrée sur un bord qui désigne un manque, un trou. Ce qui permet de noter topologiquement l'apport que fait le sujet hystérique à la question de la jouissance. Cet apport qui est que c'est le sujet hystérique qui fait de la jouissance un absolu dont lui-même prend appui pour se poser comme sujet absolu. Le sujet séparé, rejeté. Je cite, « C'est même indiqué entre les lignes que l'hystérique répond à cet absolu de la jouissance sous la forme du désir insatisfait, c'est-à-dire que sa position comporte l'exil de ce dont elle fait un absolu. C'est en quoi son rapport avec le jouir est plutôt du côté du ne pas jouir, ou du moins d'un manque à jouir. » Cette séparation, cette dialectique du le sujet qui se pose comme séparé d'un absolu, mais qui dirige par là même
l'opération, disons, de l'hystérique, ça c'est ce que Jacques Alain, dans un texte que je n'ai pas encore cité, et là que je vais reprendre, qui s'appelle « Une lecture du séminaire d'un autre à l'autre », publié dans la cause freudienne numéro 65, développe donc l'hystérique est sans doute le sujet le plus à même de faire valoir les antinomies de la jouissance, par la distance qu'il prend. Je cite Jacques Alain, « C'est le sujet qui est capable de se rapporter à un terme qui est hors des limites du jeu. C'est le sujet même qui ne se soutient que de son rapport au terme hors jeu. » Hors jeu, le signifiant. Cette absolue jouissance. Le signe de la femme, mais autrement posé. C'est sans doute, il y a une indication de Lacan, la valeur de l'interrogation de Freud, que veut une femme, dans la mesure où il s'agit de désirer ce dont on ne veut pas et de vouloir ce qu'on ne désire pas. On pourrait dire que le rapport de l'hystérique à la jouissance est comme tel un rapport inconsistant. Mais c'est cette inconsistance qui lui donne le mieux accès à l'inconsistance du grand E. Fin de citation. Moyennant quoi, on peut retrouver là pourquoi la topologie de Bohr, qui apparemment, d'abord la topologie de Bohr est celle qui distingue les objets partiels, où il faut toujours un Bohr, oral, anal, scopique, invoquant. Mais là, avec le partenaire, c'est là où Freud, lui, voyait la topologie de l'épée et du fourreau comme ajustant les sexes. Lacan, au contraire, on montrait que la logique de Bohr, elle aussi joue. Donc, c'est ce qu'il avait fait, note Jacques Alain dans son texte, c'est ce qu'il avait fait à partir de l'éthique de la psychanalyse, mettant l'accent sur la façon dont les techniques érotiques dans les civilisations sont toujours des techniques de retardement du moment où il y a le passage au déduit. Donc l'amour pour toi, par excellence bien sûr, et bien d'autres encore, qui sont techniques de contrôle. Prenons dans d'autres civilisations, qu'est-ce d'autre que le yoga tantrique, que le retardement, alors là, majeur, par des techniques extrêmement complexes, pour arriver à ce que il y ait un bord qui sépare le sujet de son partenaire. Et un bord qui permet d'inscrire un trou, un manque. Donc, Jacques Alain notait ceci, l'énigme porte sur ceci, comment la jouissance de Bohr a-t-elle pu être appelée à l'équivalence de la jouissance sexuelle? Nous avons là une problématique qui va occuper Lacan jusqu'à fleurir dans le séminaire encore. C'est le mystère qui conjoint la jouissance dite auto-érotique du corps propre et la jouissance qui s'attache à la relation avec le partenaire sexuel. Cette conjonction reste problématique jusqu'à la fin du séminaire d'un autre à l'autre, n'étant reprise que dans Encore, où elle est en quelque sorte rendue autrement énigmatique. Cette jouissance qu'un corps peut prendre au corps de l'autre. Dépend-elle de ce que le corps de l'autre jouisse? Quel est le rapport entre cette jouissance éventuelle, à l'occasion de la disponibilité du corps de l'autre, et une jouissance qui se déprend du corps propre? Ça, c'est toujours dans
une lecture d'un séminaire d'un autre à l'autre. Donc c'est ce que Jacques Alain résoudra comme problème dans sa conférence sur le parallèle, dans laquelle il souligne qu'effectivement, quand Lacan dit le corps autre, la jouissance du corps autre, c'est que le corps propre est autre. C'est ce que dans le séminaire 23, Lacan développe. Le corps, on l'a, est une façon de montrer que dès le départ, ce corps est autre au sujet. Et donc, ça résout le problème de la topologie de bord qu'implique le partenaire sexuel. Et Lacan a essayé diverses solutions, d'un autre à l'autre, il laisse tomber, il reprend dans le corps, et il reprend ensuite dans le séminaire 23. La bouteille de Klein n'est pas la seule représentation topologique que Lacan ait proposée du corps hystérique enveloppé par la jouissance. Il l'a fait d'une autre façon, dans le séminaire 24, en ajoutant que le corps hystérique, pour tenir autour de ce bord, autour de ce trou, de ce manque, il doit être traversé non pas par le phallus, mais par l'amour du père. Je cite Lacan, séminaire 24. Nous sommes toriques, ou, avec élision de l'eau, nous sommes triques. Cela nous amène à considérer que l'hystérique, dont chacun sait qu'il est aussi bien mâle que femelle, l'historique, si je puis me permettre ce glissement, n'a en somme pour la faire consister qu'un inconscient. C'est là radicalement autre. Bon, ça c'est le thème hystérique, le sujet hystérique comme absolutisation de la jouissance. Se mettant lui-même ou elle-même à cette place-là. Donc, elle n'est que radicalement autre. Elle n'est même qu'en tant qu'autre. Je la féminise pour l'occasion, mais je vais mettre mon poids de l'autre côté, car c'est mon cas. Moi aussi, je n'ai qu'un inconscient. C'est même pour ça que j'y pense tout le temps. Mais la différence entre l'hystérique et moi est que l'hystérique est soutenu dans sa forme de trique par une armature qui est son amour pour le père. Donc là où Freud considérait que l'hystérique était tenu par le phallus, à la fin de l'analyse, ou devant le roc de la castration, certes avec une déception, etc., mais il y avait une noce, une réconciliation avec le phallus qui lui permettait de faire tenir son corps, c'est-à-dire d'y apporter la jouissance. Le faire tenir, là, veut dire introduire une valeur de jouissance dans le corps. Et là, à la place de la figure de l'enveloppement autour de la question phallique, Lacan met le vide torique, l'amour comme tel. Avec toute cette ironie, disons, du démontage de l'opération freudienne. Alors maintenant, voyons au-delà de la névrose, la question de la jouissance du symptôme. Du pas franchi après le séminaire encore. Là, je vais reprendre en partie ce que j'ai fait dans le texte publié sur le cycle lunarisme lacanien. Comme le temps passe, je ne pourrais pas tout reprendre, mais si vous voulez, vous pourrez trouver donc dans ce truc publié les références et le développement de compléments. Alors, l'important aujourd'hui, c'est que Lacan commence son séminaire encore
en supposant son public, comme il le dit, au lit. Un lit de plein emploi à deux. Et il oppose le 1 de l'amour, fondamental pour cette question, du coup, comme l'amour du père qui soutient l'historique. Donc il oppose le 1 de l'amour, d'un côté, et le 1 de jouissance. Faire 1 par l'amour, ou faire 1 par la jouissance. Donc, ça, c'est le point que Jacques Alain, en développant l'apport du par-l'être, a souligné, je le cite, la relation de couple au niveau sexuel suppose que l'autre devienne le symptôme du par-l'être, c'est-à-dire un moyen de sa jouissance. Le moyen de la jouissance est à la fois moyen de jouissance de mon corps à moi, entre guillemets, et mode de jouir du corps de l'autre. Et par corps de l'autre, il faut entendre à la fois, dans les derniers développements lacaniens, à la fois le corps propre et le corps d'autrui. Donc l'identification, le s'identifier avec le symptôme, ça n'est pas pareil que s'identifier avec un signifiant, dit Lacan. C'est de l'ordre du « je suis comme je jouis ». Fin de citation. Donc ça c'est le cours, le partenaire symptôme. Cette identification au symptôme définit un savoir-faire avec le partenaire sexuel comme moyen de jouissance, qui n'est plus du tout l'identification au signifiant. S'identifier veut dire connaître son symptôme, veut dire savoir faire avec, savoir le débrouiller, savoir le manipuler. Je cite Lacan dans le séminaire 24, « Ce que l'homme sait faire avec son image permet d'imaginer la façon dont on se débrouille avec le symptôme. » Donc c'est plus comme le primat du symbolique, c'est de l'imaginaire réel. Alors, la chicane des sexes au niveau du signifiant s'établit par rapport au signifiant phallique, qui est point de mythe, d'accord, tandis que au niveau du lit de plein emploi, il ne s'agit plus des chicanes du signifiant phallique, qui sont une version de « il n'y a pas de rapport sexuel », c'est « il y a une façon, il y a un rapport sexuel dans la façon dont on se débrouille avec le partenaire ». Il ne peut pas s'écrire, il ne peut pas s'écrire, il n'a pas d'universalisation ou d'essence possible, il ne peut qu'être une réalisation, une production, un savoir y faire, et non pas un savoir sûr. Donc, l'impasse qui n'a pas de solution au niveau du signifiant se surmonte. Et c'est là, dans l'étourdi, où Lacan propose un savoir se faire une conduite, donc une conduite sexuelle, basée sur les dimensions de l'impossible. Je cite, « De tout cela, le sujet du sexe saura se faire une conduite, il y en a plus d'une, même des tas. » Donc c'est une liste des conduites sexuelles possibles qui n'est pas, qui inclut cet aspect on peut toujours en rajouter,
ce que le terme LGBT ne cesse de montrer, puisque c'est toujours LGBT, Q, et puis Q-, et plus, et trans, et neutre, etc. On peut toujours, c'est foncièrement une procession, une gay pride, en effet, dans lequel on peut toujours ajouter un élément qui trouvera sa place dans cette énumération même. Et que Lacan, disons, respecte ce point en disant il y en a des tas même, mais du moment qu'elles conviennent aux trois dimensions de l'impossible, telles qu'elles se déploient dans le sexe, dans le sens, dans la signification. Fin de citation de Létaux. Donc, c'est cette tresse des trois dimensions de l'impossible qui conduira Lacan à la solution de l'écriture des nœuds, par où l'articulation des trois noms propres R, S, I supplée au phallus pour nommer les effets de jouissance. Donc, Jacquelin dit cela ainsi, dans Pièces détachées, l'esprit des nœuds, ce n'est pas la copule de la doctrine phallique, c'est essentiellement le rappel de la disjonction qui fonde le nœud, le rappel que l'homme est composite, que ce n'est pas une substance, ça n'est pas un être qui tient au corps, ça n'est pas un être aristotélicien, c'est le symptôme qui lui donne une substance. Fin de citation. Cette substance et jouissance obtenue par un moyen qui dépasse les apories de l'éros phallique. Le sexe comme tel ne peut se supporter que d'un refus logique du représentable dans le signifiant, donc d'un refus du tout. Il n'est qu'étreinte du pas tout. Il ne peut donc être éprouvé sans représentation. Relisons dans cette perspective la déclaration de L'étourdi, citation, ce qu'on appelle le sexe est à proprement parler de ce support du pas tout qui ne peut s'étancher d'univers, donc qui ne peut pas être nommé de façon universelle. Disons donc hétérosexuel par définition ceux qui aiment les femmes, quel que soit son sexe. Alors, cette formulation reprend la critique que Lacan avait faite du livre de Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, refusant le binarisme que ça impliquait. L'unarisme lacanien est radical. L'expérience du sexe comme telle ne se fait qu'au point où manque la représentation, qu'au point où le sujet ne peut rien dire d'autre que ça s'éprouve. Donc, du silence central des femmes sur leur jouissance, Lacan a fait clarté et positivité. Elle est expérience du sexe comme tel. Sinon, ce qui s'éprouve, c'est une jouissance de l'organe, phallique spécialement, mais on peut en inventer d'autres. Les différentes jouissances qui peuvent être recherchées sont des expériences, des expérimentations sur l'opposition radicale entre jouissance du sexe comme tel et de l'organe et des organes qui produisent la variété des conduites sexuelles. Alors, voyons maintenant l'effort de Paul Preciado, cet effort de jouissance particulier qui culmine dans son projet le plus récent, donc ce qu'il appelait de façon, dans un witz très intéressant, la somathèque, qui vient somatique, n'est-ce pas ? Donc, dans la présentation du cycle sur sexe et variation, vous mettez, vous avez mis en valeur, en anticipant d'ailleurs sur donc, des journées d'école post-freudienne, les déclarations de Paul B. Preciado sur son refus de toute étiquette sur la pratique sexuelle dans laquelle il engage son corps. Donc, vous avez rappelé son appel. Je ne suis pas un homme, je ne suis pas une femme, je ne suis pas hétérosexuel, je ne suis pas homosexuel, je ne suis pas bisexuel, je suis un dissident du système genre-genre. Bon. Et il témoignait aussi, vous le disiez, d'une période entre deux de sa transformation, dans son dernier livre, où il fut gender fluid. La fluidité des incarnations successives, donc se heurte à la résistance sociale à accepter l'existence d'un corps en dehors de la binarité. Avant d'en arriver là, avant l'appartement sur Uranus,
il faut voir l'effort particulier, en effet, que Paul Preciado, en payant de sa personne, démontré. En 2008, il y a d'abord Testo Junkie, qui était précédé d'un manifeste du contre-sexuel, qui était assez théorique, dans lequel simplement il disait qu'à l'opposition, donc vagin-phallus, lui, il voulait opposer anus-godemiché. Donc, il fallait faire un contrat contre-sexuel, mais enfin, se maintenant dans disons, une sorte d'inversion, de miroir, et simplement, ça avait l'avantage de montrer qu'en effet, à part l'organe phallique, on peut inventer d'autres organes, donc variations du dit godemiché, etc. Ça avait déjà retenu l'attention. Mais en 2008, donc, il publie Testo Junkie, qui raconte son expérience de prise de testostérone. Donc, il se présente d'abord comme lesbienne, puis comme Gwyn trans, garçon-fille, revendiquant d'appartenir à aucun des genres masculins et féminins. En 2014, là, il se déclare trans in-between non opéré. Puis décide en 2015 d'utiliser donc le nom Paul B. Preciado, mélangeant Béatrice et Paul, qui lui est venu en rêve. Donc, Preciado, alors, s'était opposé aux limitations de l'avortement promulguées par le gouvernement de Mariano Rajoy en décembre 2013 de façon assez originale. Dans un texte intitulé « Déclarer la grève des utérus », donc il appelle les femmes à s'affirmer en tant que citoyens entiers et non plus utérus reproductifs, par l'abstinence et l'homosexualité, mais aussi par la masturbation, la sodomie, le fétichisme, la coprophagie, la zoophilie et l'avortement, donc qui vient quand même après une sorte de pratique, ça ne paraît pas l'essentiel, bon, enfin quand même, il s'oppose à Rajoy là-dessus. Donc il dit surtout l'important c'est de ne pas laisser pénétrer dans nos vagins une seule goutte de sperme national catholique. C'est une verve en effet particulière, d'ailleurs il a démontré lors des journées de l'école, tout à fait étonnant. Donc, au fond, lorsqu'on voit les propositions, c'est utiliser sexe, drogue, biopolitique, toutes ces inventations sur ces remarques sur toute l'importance de la pornotopie, sa thèse qu'il a donc faite sur Playboy et l'invention de la sexualité multimédia, on voit qu'il n'a cessé d'explorer cette articulation en effet du sexe à tous les objets, si on veut, hors corps de la civilisation. Il fait un pas de plus cette année, où il est en résidence au centre Pompidou, où il explore précisément, disons que c'est un point que Lacan avait aussi mis en valeur, que ce que de l'objet petit a est à la fois articulé au corps, mais aussi au hors-corps, à tous les objets que peut proposer la civilisation. Et donc, c'est pour ça que sa réflexion, donc, qui se développe sur une somathèque, à partir du printemps 2020, il est en résidence depuis septembre 19 au Pompidou, mais il va commencer au printemps un programme public de recherche et d'action qu'il intitule Somathèque. Je cite les termes qui sont sur le site du centre Pompidou. Petit programme de révolution institutionnelle croisant pratique et critique artistique, action politique et critique culturelle fonctionnant comme un virus conceptuel. Quelle préscience! Un coronavirus conceptuel. Une prothèse politique qui prolifère sous forme de séminaires, publications, performances, séances de films, groupes de discussion, podcasts, expositions, convoquant sans distinction hiérarchique ni disciplinaire artistes, performeurs, cinéastes, écrivains, philosophes, historiens, architectes, designers. Donc l'enjeu, dit-il, est de déplacer la notion traditionnelle de corps
entendu comme corpus, temple, siège du pouvoir souverain, ah le roi, organisme, domicile, propriété, au profit de la notion de somathèque. La somathèque surpasse et inclut le corps-objet pour constituer une archive politique et culturelle vivante, faite de représentations, de langage, de corps informatiques, traversés de flux organiques et inorganiques. Dans la perspective d'une nouvelle histoire de la sexualité pour Cibor. Fin de citation. Donc il veut réécrire à partir de là l'histoire de la sexualité de Foucault. Alors, cette construction, son idée même de la déconstruction du corpus ordonné, du corps ordonné, consonne tout à fait avec la critique que Lacan développe sur l'ordre symbolique lorsque dans le séminaire, c'est le séminaire 16, donc d'un autre à l'autre, Lacan, en questionnant le corps troué par la jouissance de bord, aussi met en cause l'ordre symbolique. Et alors que lui, Lacan, a parlé de l'ordre symbolique avec au singulier, voire une majuscule, et il a pu parler de la loi avec une majuscule aussi. Là, il dit ceci. Qu'est-ce qu'un ordre symbolique? C'est une accumulation, et encore numérotée. C'est un rangement. Si nous définissons le réel par l'abolition pensée du matériel symbolique, il ne peut jamais manquer de rien. Même l'animal qui crève en raison d'une suite d'effets physiologiques parfaitement adaptés, crève de faim, c'est la fin de l'organisme en tant que soma, d'accord, mais il ne manque de rien. Le cadavre est aussi un réel. De ce point de vue, la somathèque de Preciado me paraît en effet tout à fait confirmer ce point. Explorer le corps en tant qu'il ne manque de rien, y compris jusqu'au cadavre. La somathèque est bien l'envers de la psychosomatique. C'est un corps qui ne manque de rien et s'articule à la science et aux techniques multiples qui peuvent s'introduire dans ce corps de façon adaptée à la maximisation des effets de traversée de flux organiques et inorganiques, comme dit très bien Preciado, comme l'est l'objet A, et même comme l'est la jouissance après l'objet A. Mais cette articulation somathèque, cette exploration sans hiérarchie, sans classification de toutes les façons dont le corps peut jouir, est une activité qui ne cesse d'exiger de se produire. On est très loin de l'objectif d'une destination trans, clairement indiquée, le voyage tranquille qui consisterait à passer du côté homme au côté femme, simplement en se coupant la queue ou en rajoutant une prothèse, et que, d'ailleurs, ensuite en bidouillant les hormones pour que, soit on enlève des seins, soit on les rajoute. Là, il s'agit d'un processus qui ne cesse de se produire comme un laboratoire permanent. Un énorme effort. Et c'est là où, en effet, le projet somathèque me paraît être vraiment de notre civilisation, la civilisation de la science. Il explore d'une façon dont tout autre que le sujet hystérique, ou le sujet obsessionnel, ou le sujet psychotique,
qui explore la jouissance de l'autre comme mauvaise quand il est paranoïaque, ou la jouissance du corps à l'intérieur dans tous les organes qui se détraquent quand il est schizophrène. Là, dans ce sujet lié à cette expérience somatique, on a une dimension nouvelle, mais qui consonne avec le point commun de toutes les morales sexuelles liées à l'âge de la science. Lacan en avait donné une version extrêmement ironique dans le livre 16, où il fait un long développement sur ce que la science nous propose, c'est de renoncer au plaisir. Je cite: renoncer au plaisir, la chose est dite et répétée au pluriel. Chacun sait que cet acte de renoncement serait au principe de quelque chose qu'on appellerait la vie chrétienne. C'est le bruit de fond, ça. Ça sonne au loin comme le bruit d'une cloche, à travers tout ce que nous énonce Pascal, au titre d'une éthique. Mais il s'agit de savoir si ce bruit est un glas. Et en fait, ce n'est pas un glas. Ça a de temps en temps une petite tournure plus gaie. Je voudrais vous faire sentir que c'est le principe même sur lequel s'installe une certaine morale qu'on peut qualifier d'être la morale moderne. Pour vous faire entendre, je ferai quelques rappels de ce qu'il en est de ce qu'on appelle l'entreprise en tant qu'elle tient au réinvestissement, comme on dit, des bénéfices. L'entreprise capitaliste ne met pas le moyen de production au service du plaisir. Quand je dis que le renoncement au plaisir, c'est la morale moderne, ça n'est qu'un premier abord de la question. Je veux dire qu'avoir les choses historiquement, ça répond à une cassure. Tous ceux qui de temps en temps suivent ce que je dis doivent se souvenir ce que j'ai rappelé à ce propos de la distinction kantienne entre das Wohl, se sentir bien, et das Gut, le bien, l'exigence du bien. Il est clair que c'est d'un point vif de ce que j'ai appelé la cassure, quelle que soit la justification des énoncés de Kant, qu'il faille y trouver l'âme même de l'éthique ou l'éclairer de son rapport à Sade, comme je l'ai fait. C'est un fait que ça se soit produit. Fond, Lacan considère que ce qui est la cassure fondamentale introduite par la science, c'est l'absolutisation. L'absolutisation de cette jouissance sur un mode autre que celle que proposait le sujet hystérique, mais qui pourtant a fait du sujet hystérique, lui a permis d'être le sujet le plus sensible par sa pathologie même, sa sensibilité à l'inconsistance de l'autre, par l'absolutisation de la jouissance. C'est pour ça que c'est le sujet hystérique qui a réussi à engendrer la psychanalyse. Et ça n'est pas les héritiers de Sade, qui pourtant ont été produits par cet âge de la science. Et au fond, la rupture définitive avec le régime de l'hédoné, du plaisir, de l'otium cum dignitate, comme le temps le rappelle, combien l'expérience moderne, l'expérience du sujet de la science, est à l'envers de l'expérience du sujet politique de l'Antiquité, où le mot même de négos, negotium, n'est qu'une négation. Les affaires, le business, c'est la négation de l'otium. Ce qu'un sujet doit faire, c'est se livrer à l'otium en conservant précisément une exigence du plaisir. Ne pas se laisser déborder par l'exigence de jouissance.
C'est là, c'est tout l'enjeu de l'interprétation sur l'éthique épicurienne. Là aussi, on pourrait en faire des tonnes. Il s'agit maintenant de conclure. Et en effet, si je peux dire, la cassure de la civilisation de la science conduit à l'invention de ce que Preciado a très bien vu, la création de ces objets nouveaux, ces lieux de jouissance, la pornotopie, la création du bordel sadien. Il l'a généralisé, il a montré que les villes, l'ensemble, en consonnant là-dessus beaucoup avec ce que Rem Koolhaas avait pu faire sur les non-lieux produits par l'architecture contemporaine, ces non-lieux incluant les quartiers, les lieux réservés à la jouissance dans les villes, ou dans l'espace domestique, où planquaient les cassettes porno. Maintenant, régler l'aspect à Netflix, etc. Toutes ces questions qu'il a très bien vues, au fond avec la Sommathèque au Centre Pompidou, c'est merveilleux. Il a réussi à créer un lieu nouveau, une pornotopie nouvelle, assortie à son discours, avec ce talent créatif qui, il faut bien dire, s'est manifesté, mais nous voyons sous nos yeux, disons, comment se décline en effet quelque chose qui finalement, il faudra un jour sans doute ajouter à la série LGBT, etc. Une marque, un nom viendra désigner cette pratique de la sommathèque. Nous verrons comment. Voilà. Merci pour ce parcours si détaillé dans les positions de Lacan et les commentaires de Jacqueline Miller, et votre rapport aussi sur cette question. Difficile de résumer ça. En plus, on a la chance à Rennes d'avoir eu c'est Jean-Luc qui a bien vu des séminaires sur les séminaires 16, 18, 20, dans le cadre de séminaires d'école, donc qui nous permettent un peu d'entendre votre parcours plus facilement. Au fond, la question qui part, c'est que face au réel décor, il y a eu l'apport du signifiant qui est venu venir traiter l'opposition homme-femme, dans lequel on s'est évidemment trouvé enfermé dans la civilisation. Produit même. Le problème étant que ce que la psychanalyse aborde, c'est que le signifiant ne peut pas traiter le tout de la jouissance sexuelle du sexuel. Donc ça ne se transmet pas déjà, le sexuel. C'est une difficulté. Et puis, au détour de ce point d'appui, au fond, ce que Lacan note, c'est que, avec un peu l'effacement du nom du père, au fond, les jouissances prennent des voies beaucoup plus singulières, et donc on a quasiment une corporation des conduites qui s'établissent, où c'était des conduites sexuelles basées sur le savoir-y-faire. Et donc il y a une corporisation, au fond c'est ce qu'on trouve dans les LGBT, etc. Au fond, mais j'avais l'idée, au fond, que Preciado, il va un peu plus loin, parce que son au-delà, quand même, c'est au-delà des conduites elles-mêmes, puisqu'au fond, il va décoller les signifiants de leur inscription sur le corps. C'est ça, quand il dit déplacer le corps, c'est au fond, le signifiant n'est plus lié au corps, c'est aussi bien la machine, c'est aussi bien des objets quelconques. Ce qui fait qu'on n'est plus dans l'accumulation de conduite, on est carrément dans une espèce d'univers où il réintroduit des signifiants, contrairement à, je pense qu'à LGBT, enfin chacune des conduites est liée à un signifiant maître qui la représente, ce qui fait d'ailleurs que ça crée des conflits entre les uns et les autres. Tandis qu'avec Preciado, j'avais l'idée quand même qu'il y a une espèce d'immense espace des signifiants. Il est réintroduit dedans, c'est des jouissances qui sont signifiantes, hein, mais en même temps, elles sont séparées du corps. Enfin, je veux dire, il y a une espèce de décalage par rapport au corps, et les jouissances traversent des jouissances techniques, des jouissances... Il y a quand même un impératif qui est que pour obtenir vraiment le corps débinarisé,
si je puis dire, il faut réaliser en soi l'expérience d'Irésias. Voilà. Il faut avoir été homme, être devenu femme, ne pas s'arrêter là pour autant, retourner en sens inverse, utiliser toutes les substances toxiques disponibles sur le marché, depuis les faits, y compris jusqu'à s'étourdir, s'évanouir à coup quand même d'overdose de testostérone qui ont failli quand même. Il a plusieurs amis qui sont morts d'overdose de testostérone, comme dans les années 70. Les amis de Neil Young mouraient de l'héroïne, donnant cette belle chanson I saw the needle and the damage done. Lui, il a vu ses copains en effet mourir par overdose d'autres choses, et l'exigence est là. Dire introduire dans le corps, il est dans une civilisation donnée, c'est là où c'est là une morale sexuelle contemporaine de la science. Il y a un devoir éthique à utiliser tout ce qui est sur le marché. Introduire dans le corps tout ce qu'il est possible d'introduire. Et c'est là où ça n'est pas, disons, c'est pour ça qu'il veut, enfin on va voir comment il va refaire l'histoire de la sexualité de Foucault, mais effectivement, il n'y a pas d'autre souci de soi. C'est pas du tout comme Foucault le disait, Foucault d'ailleurs qui montrait qu'il n'a pas réussi son idéal stoïcien du souci de soi dans les backrooms de San Francisco, quand même, il n'a pas contrôlé bien la chose, il a attrapé quand même le sida assez vite. On voit un effort, une exigence qui crée, c'est pour ça il crée une pornotopie particulière. La scène utilisée, c'est comme dans si un performeur donc se lacère, se coupe les bouts, se fait, enfin comme Marina Abramovic, etc., avec son corps, très bien, il fait partie de la pornotopie. On le met sur scène, on montre ce qu'on peut faire avec son corps. Tout ce qui a été fait, il est exigible d'en faire, de le mettre réuni en un lieu. Tout à fait, parce que de toute façon, le corps est le lieu support de la jouissance. Enfin, c'est là que la jouissance se manifeste. Donc, il est obligé oui, mais en tant que profondément désorganisé, en tant qu'accumulation, comme dit Lacan, à partir d'un ordre symbolique qui ne soit qu'un ordre d'accumulation, de rangement, de numérotation. Sans hiérarchie, transdisciplinaire, tout ce qu'on veut. C'est-à-dire que c'est l'ordre du signifiant qui change pour lui, c'est-à-dire il prend au sérieux, il a fait l'expérience du binarisme, il en est revenu, au fond il essaie de trouver une forme d'unarisme lui aussi, qui est un unarisme où il fait une espèce de monticule d'accumulation de possibilités, de modalités de jouissance. Disons, c'est un pur multiple. C'est pour ça, c'est un rangement en tant que multiple, me semble-t-il, qui s'explore sans le mot clé, c'est le côté sans hiérarchie, pas de principe 1, en ce sens. Oui, c'est ça, oui, donc je pense que c'est au-delà du binarisme. Bon, j'ai pas lu le dernier, mais dans Testo Junkie, l'horizon, il le dit très clairement, c'est l'autodestruction. C'est viser la désaliénation radicale. Et la seule issue, c'est l'autodestruction et la destruction du corps, des objets du corps, des signifiants. Le cadavre est un réel. Oui, c'est ça, le corps peut très bien, ça c'est pas la mort, qu'on prend la mort de l'animal qui manque de nourriture, donc qui s'affame, mais il ne manque de rien au niveau du soma, car le cadavre est un réel, qui est une sorte de lecture. Si l'on veut, étrange, c'est une lecture très spinoziste, le réel ne manque de rien. C'est absolument ça, le chimie. Évidemment, Spinoza a été surpris. On le met dans des histoires. Merci pour votre exposé qui, pour moi, éclaire un certain nombre de choses. On pourrait dire que c'est le symbolique de la norme plutôt que le symbolique de la loi qui fait qu'il y a une nécessité de lister tous les moyens de jouissance. C'est presque des prescriptions, finalement, ce que vous décrivez.
tout ce qui est moderne, il faut se l'introduire dans le corps. C'est une exigence. C'est une exigence, c'est une morale de l'honneur sexuel de la civilisation de la science. Il en va de l'honneur du sujet sexué de faire usage de tout ce qui est possible. Avec, comme disait Lacan, tout ce qui est possible est obligatoire. C'est ça. Alors que la loi, ce qui n'est pas interdit est permis, mais enfin, il n'y a pas de prescription. La loi, elle, et le régime définit le régime de l'interdit. Définit le régime de l'interdit avec ses paradoxes propres que saint Paul déjà avait mis au jour. Je ne saurais pas où est le péché si la loi ne m'avait pas interdit là. Que la loi indique et d'où saint Paul, bon talmudiste, repérait bien la contradiction de la loi, mais en inventant la solution, en faisant de l'amour la solution, en lui donnant une valeur qui est très. Le Christ n'avait pas absolument pensé de la même façon. Alors je voulais aussi dire autre chose concernant le texte propos directifs pour un congrès sur la sexualité féminine. Je trouve que votre exposé éclaire d'une autre manière cette question de la gaine et de la fonction de gaine. Et ça me faisait penser à une autre citation de Lacan qui était restée un peu énigmatique aussi, qu'on trouve dans la leçon des noms du père, où Lacan dit que la femme se sublime dans sa fonction de gaine. Et en fait, bon, il me semble, je ne sais pas si vous seriez d'accord avec ça, mais si on considère que la sublimation finalement est quasiment équivalente à la parole dans le dernier enseignement de Lacan, finalement, on peut comprendre ça comme la femme se sublimant dans la fonction de gaine, c'est-à-dire acceptant d'accéder à cette jouissance de la parole et du phallus. Est-ce que vous seriez d'accord avec ça? Oui, enfin, disons que quand même, ce séminaire qui est à la charnière, qui est l'une des charnières de l'enseignement de Lacan, il accepte encore, dans ce séminaire, la perspective, en effet, de la jouissance en tant qu'elle est sous le régime du nom du père, qui a comme conséquence logique, en effet, la femme se sublime comme gaine. Qu'elle consente, que l'hystérique consent dans la castration d'avoir un usage du phallus qui est de le revendiquer et d'aller castrer l'homme qu'elle aime. Mais ça suppose aussi une autre topologie de la jouissance. Ça suppose qu'il y a autre chose quand il dit se sublime. Parce qu'après tout, non, enfin, pas forcément. Pas forcément. C'est-à-dire, ça suppose qu'il y ait au moins, oui. L'autre chose, là, me semble-t-il, c'est surtout les pulsions partielles. C'est la topologie de bord des pulsions partielles qui finalement se résorbe dans cette jouissance de gaine. C'est-à-dire qu'il met en contrepartie ce qui est, d'un côté la question de la castration et la question de ce que les pulsions partielles ont de jouissance articulée à la fonction phallique. Donc la topologie de bord du partenaire sexuel et des pulsions. Et ça, c'est le point le plus nouveau, enfin le plus, déjà qui n'est plus freudien, que vient ponctuer le séminaire sur les noms du père. Mais il a encore en réserve, il faudra qu'il fasse attention, disons. Mais Lacan aurait été certainement pu relire ce séminaire en montrant, comme il l'a fait pour la lettre volée, que l'effet féminisant de la lettre, en fait, ça voulait dire que déjà là, il avait la petite pierre d'attente, ça voulait dire qu'il avait laissé là un petit caillou pour ce qu'il allait découvrir 10 ans plus tard. Et on pourrait dire que ce sublime, c'était ce qu'il avait trouvé 10 ans plus tard. Il avait laissé une petite
faire l'avion. Oui, dans le fil des soirées, on est dans un petit cartel à penser aussi ces questions-là à propos des institutions et un petit peu réfléchir quel type d'institution correspond à la modernité. Et je me disais, en vous entendant, est-ce que la distinction que vous faites entre les mythes et les fictions, en fait, peut permettre de nous aider à comprendre, dans le sens de, il y a d'une part, on peut penser l'institution comme fondée sur le père mort, le moins un, mais peut-être qu'on peut penser l'institution, en vous entendant, peut-être avec la question de la lettre volée, c'est pas forcément l'institution qui vient freiner la violence, mais peut-être l'institution comme vous y inscrire un droit. Enfin, il y a peut-être. Qu'appelez-vous l'institution? Si on pense l'institution comme celle qui, toute institution a comme fonction de réfréner la jouissance. Toute formation humaine, Voilà. c'est-à-dire qu'on disait toute civilisation, toute formation humaine a pour but de réfréner la jouissance. Mais si on pense les choses autrement, en pensant pas forcément l'organisation de l'ensemble à partir de l'identification, enfin, l'identification primordiale, on peut penser l'institution autrement, qui existe maintenant peut-être la forme du réseau, la forme d'institution qui s'articule. Le réseau, par exemple, ça sert beaucoup à jouir. Comme on sait, les réseaux, ça se montre comme étant des vecteurs de haine extraordinaires. Des chambres de résonance de la haine qui font que s'expriment des insanités qui n'avaient pas cours dans le régime média. Des appels à la haine très spéciaux qui donnent, comme on dit, les chambres d'écho, le fait que des gens ne parlent plus qu'à des gens qui pensent comme eux et qui détestent les autres. Et de même que les réseaux, c'est en effet, ça permet des thèses complotistes de façon extraordinaire. Sur le coronavirus, des réseaux, on a déjà les thèses extraordinaires, donc à la fois ça a été inventé par la CIA, le KGB, les Chinois, enfin selon les différents groupes, par les juifs, et où le gouvernement va nous laisser crever parce que les puissants ont inventé le coronavirus. S'ils ne l'ont pas inventé, de toute façon, ils ne font rien pour nous. Mais sur les réseaux, c'est comme ça. Ce sont des machines extraordinaires, précisément, à, si on veut, amplifier cette jouissance haineuse. C'est pas le tempérament. C'est au contraire la caisse de résonance, qui est une institution nouvelle. Le réseau, ça peut être utilisé par d'autres moyens, mais en tout cas, ça a surgi là, dans les politiques récentes et à travers les civilisations. En Inde, le parti ultranationaliste hindou Modi fait ses pogroms anti-musulmans en se servant des réseaux. Dans d'autres pays, les extrémistes musulmans, eux, font des pogroms avec aussi les réseaux. C'est formidable. Ça permet des flash mobs. Flash mob, ça fait rappel aussi, effectivement, des souvenirs que mob aux États-Unis, ça veut dire, c'est ça qui faisait procéder au lynchage. Tout ça fait partie de notre. En effet, Je pensais à la mise en cause des institutions. La mise en cause des institutions. Les institutions psychiatriques,
la Oui, réduction des si avec les institutions psychiatriques, ça serait bien. C'est la mise en cause, en effet, ces chambres d'écho de haine mettent en cause, en effet, tous les semblants. Qui font la distribution, pour le coup, la distribution de la jouissance, puisque si on veut le populisme, la version populiste, c'est de toute façon, il y a la caste qui jouit de tout, et le reste, étant donné la multiplication des inégalités, qui font que les 1% les plus riches, on sait bien qu'ils accaparent la plus-value. Le fait qu'elle est très riche, ça pourrait donner une société égalitaire. N'est-ce pas ? En Suède, la famille Wallerstein a toujours, ce sont des milliardaires parmi les plus grosses fortunes du monde. Néanmoins, la Suède est une société égalitaire. Ça vient de... Ça ne manque pas. Les Vikings, c'était déjà une société égalitaire. Plus égalitaire. Suède. Pourquoi plus la Suède que n'importe qui d'autre ? Et l'accroissement des inégalités qui donne lieu à la doctrine, donc ce qu'a résumé comme la version populiste que donnait Laclau sur ça, c'est en effet une caste jouit, tout le reste est privé de jouissance, tuons-les. C'était un peu la position de Virginie Despentes dans son article. Oui, c'est la version, mais depuis King Kong Theory, enfin, je veux dire, c'est pas nouveau. C'est châtrons-les, tuons-les, on les tue, en avant. Formidable. Là, c'est pour le coup, c'est le robinet de la puissance qui est ouvert. Tuons-les tous, les femmes reconnaissant les leurs. J'ai une question aussi, c'est à travers ce parcours où on voit que s'efface la rigueur de positions signifiantes qui servaient de point d'appui symbolique de loi pour essayer de maîtriser quelque chose dans nos rapports sexuels. Ça éclate dans plein de savoir-y-faire avec des variabilités importantes, ces conduites très variables, avec des gens en pointe comme Preciado qui proposent carrément une nouvelle forme de fonctionnement. Mais tout ça cohabite de manière très difficile. L'effet civilisateur, c'est essayer de constituer quelque chose qui essaie de valoir pour le plus grand nombre, je ne veux pas dire pour tous. Alors, c'est toute la question. Est-ce que c'est pour le plus grand nombre ? Ça, c'est cette grande morale, en effet, de la science, qui est l'utilitarisme. Que Lacan, dans le séminaire 7, d'ailleurs, donne une place à laquelle il donne une place qui n'était pas une place reconnue dans l'université de son époque. Bentham était peu étudié en France. Et Rorty n'avait pas encore donné une version à 12 hommes définie de l'utilitarisme tempéré à l'américaine. Il note qu'il y a c'est une solution de l'âge de la science. Il y a un calcul. La calcul pour le plus grand nombre. Et ça peut donner, la morale de l'âge de la science, ça peut donner aussi, disons, John Rawls. Voilà, les lois sur le handicap. Ça peut donner, disons, il y a une version civile, enfin, plus développée de la version Bentham, la version Rawls. C'est pas un utilitariste, John Rawls. Faire travailler beaucoup de monde sur ces questions d'éthique. Mais est-ce que c'est le plus grand nombre ou est-ce que c'est les différents lieux de fonctionnement pour des communautés ? Mais il faut rappeler quand même que Elisabeth Vidal actuellement, la loi sur la recherche qu'on combat activement en ce moment, c'est au nom du darwinisme. Alors, quelle compréhension ils ont du darwinisme ? Mais c'est quand même plutôt the fittest survive. Donc, c'est pas tout à fait pour le plus grand nombre. Il peut y avoir en effet l'idée, enfin, ça peut se répandre, mais c'est parmi les variantes interprétatives de
ces morales de l'âge de la science. Ça peut être, en effet, là c'est pas jouissons-les, là c'est devenons nous-mêmes, devenons à nous-mêmes, souhaitons notre mort, demandons la mort au nom de l'âge de la science, nous dit que seuls les plus adaptés au monde survivent. Paul Bénichou a fait un livre qui m'a toujours plu. Vite pour conseiller encore la lecture, c'est un livre des années 50, mais qui s'appelle Morale du grand siècle, dans lequel il montre donc il montre la morale de Molière, la morale de Racine, la morale de Corneille, comment elles viennent s'opposer, toutes basées sur l'honneur, civilisation de l'honneur. Mais comment ça donne des morales très différentes selon les grands auteurs. Ça se dit de façon patente. Et au fond, il y aurait les morales de l'âge de la science, elles sont multiples. Elles sont multiples. Et en effet, alors il ne faudrait pas dire nous, il faudrait, citer Lacan, c'est l'éthique. Disons, les éthiques de l'âge de la science, elles ont toutes un point commun. C'est qu'en effet, la vertu, l'idée même antique de vertu, qui est liée au plaisir, qui est liée à l'hédonée, est définitivement abolie. Et ça laisse un champ, ça ouvre un champ pour, en effet, ces éthiques de la jouissance, dont l'énumération LGBT est un des aspects qui peut être pris plus large. On peut même c'est la focale. D'accord, donc on va peut-être aller vers la fin de cette intervention. Je vous remercie. J'ai même trouvé des liens très décalés, des informations sur la question de l'autisme, ce que vous avez dit, par rapport justement au refus de l'autre, du corps et à l'origine des jouissances qui sont toujours en trop pour ces sujets-là. Donc je vous remercie Eric Laurent. Je vous dis pour la poursuite de ce travail un mercredi pour ceux qui peuvent.